Comment est-ce que vous décririez votre parcours et comment le fait d'être une femme a finalement jalonné ce parcours professionnel très riche? Écoutez, moi j'ai commencé mes études de médecine à l'époque à Cochin, à Paris, qui est devenue plus tard Université de Paris. J'ai fait mes études de médecine et pendant ces études, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire de la chirurgie. Alors déjà, on me disait dans mes stages, tu sais, pour une femme, c'est pas du tout pratique d'être chirurgien. C'est vrai? Oui, parce qu'il faut être au bloc opératoire avant 8 heures du matin et donc pour emmener ses enfants à l'école, c'est très compliqué. Donc, C'est quelque chose qu'on vous a dit pendant vos études? ah oui, dès que j'ai eu ce rêve d'être chirurgien, on me disait, écoute, tu devrais plutôt choisir une carrière médicale ou alors de la chirurgie plutôt orientée médicale, comme l'ophtalmologie, voilà, la dermatologie. Et si tu veux faire quelques gestes chirurgicaux, tu pourras les faire en plus. Mais pour une vie de famille, ça serait mieux plutôt de t'orienter comme ça. Et puis, je me suis donné un challenge personnel. Je me suis dit, je vais essayer, au concours de l'internat, d'arriver dans les premières. Si j'arrive dans les premières, je prends chirurgie. Et si j'y arrive pas, je fais ce qu'on attend de moi, une belle carrière médicale de médecin à Paris. Et j'ai eu la chance d'arriver 17e sur plus de 7000 personnes. Incroyable. Et donc j'ai choisi chirurgie plastique Paris. Parce que c'est une discipline qui touche à tout, parce que je m'intéressais à beaucoup de choses et on peut traiter à la fois les femmes au niveau des seins, au niveau des parties génitales. C'est de la médecine préventive également. On peut faire le visage, la chirurgie de la main. Donc c'est tellement finalement tout terrain, la chirurgie plastique. On est vraiment auprès des patients et je me suis dit c'est ça que je veux faire, mais c'était très exigeant et vous savez que c'est la première discipline choisie à l'internat. Donc ça demande beaucoup de travail en amont. Donc, c'est pour ça que j'ai pu choisir la chirurgie plastique. Parmi votre promotion, il y avait beaucoup de femmes? À l'époque, on était 30% de filles à choisir chirurgie, enfin chirurgie Paris. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui choisissent chirurgie puisque maintenant, nous avons plus de 80% des étudiants médecine qui sont des femmes. Donc les choses s'améliorent, voilà. Mais vous l'avez dit, il y a des freins qui demeurent dans votre carrière. Vous avez rencontré des obstacles qui ont suivi cette obtention prestigieuse de cette spécialité en chirurgie plastique. Écoutez, moi, à la suite, j'ai fait mon internat. Il y a toujours, maintenant, on ne l'a plus aujourd'hui, mais vous avez une compétition pour après devenir chef de clinique. Donc, à l'époque, c'était très compétitif. Et moi, j'ai eu une grossesse pendant mon internat et ça a été très, très compliqué parce que je devais travailler beaucoup plus pour qu'on me choisisse. Donc, je pense que j'ai travaillé plus que mes collègues masculins et j'ai pu faire la carrière de chef de clinique. Et puis, par la suite, on m'a proposé de faire une carrière universitaire. Donc, ça demande des études supplémentaires. Et donc, en plus du parcours médical, d'être docteur en médecine, vous devez faire un doctorat, ce qu'on appelle PhD, un doctorat en sciences. Et donc, j'ai fait un doctorat sur les cellules souches de la graisse, ce qui a été très intéressant. Mais ça demandait effectivement énormément de travail, énormément d'organisation. Donc, femme, maman, docteur, de nouveau étudiante avec voilà. ce PhD à préparer. C'est une charge mentale énorme, non ? C'est une charge mentale énorme qui, pour ma part, s'est fait ressentir dans mes relations. Puisque j'ai la chance maintenant d'avoir 4 enfants. Mais de 3 hommes différents. Bon, on fait comme on peut. Je me dis que, voilà, maintenant, je sais, j'ai compris. j'ai compris comment ça fonctionnait. Enfin, je crois, j'espère, mais on peut toujours se tromper. Mais oui, c'est pas facile. Parce que c'est beaucoup de concessions. Voilà, exactement. En fait, moi, j'ai compris aujourd'hui qu'il fallait s'investir chaque jour pour que ça fonctionne. Donc, j'ai consacré énormément de temps à mon travail. Les enfants, j'y consacre du temps. Mais en fait, même dans ces relations amoureuses, ça se travaille tous les jours. C'est pas la magie tous les jours. Donc, ça se travaille. Et donc, il faut arriver à avoir cet équilibre. Et je trouve que c'est le plus difficile. Et même aujourd'hui, je travaille là-dessus. Comment avoir un équilibre pour arriver à mener finalement sa carrière professionnelle, sa carrière de maman et aussi sa vie amoureuse. Bien sûr, pas facile. C'est plusieurs fronts qu'il faut mener. Exactement. Et encore plus quand on est une femme, évidemment. Vous travaillez dans un secteur qui prête une attention particulière aux critères de beauté, à l'élégance, à ce que ça représente d'être une femme. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que c'est un secteur qui évolue positivement sur ces sujets ? Est-ce que vous trouvez qu'on élève les femmes, qu'on les accompagne suffisamment ? Comme il y a encore beaucoup d'hommes dans ces métiers, ça reste assez normé.
Écoutez, je trouve qu'il y a quand même une évolution positive parce qu'on revient sur le naturel, on revient aussi beaucoup sur la médecine régénérative, donc une médecine finalement qui accompagne les femmes avec plutôt du biologique que de l'artificiel, on va dire, et on est finalement sur du long terme pour les résultats. Donc ça, je trouve que c'est très positif, ce retour au naturel. Mais les injonctions sont toujours là? Mais les injonctions sont toujours là et je trouve que ce n'est pas facile du tout parce que c'est très dur pour les femmes aujourd'hui parce qu'il y a quand même aujourd'hui, on veut bien vieillir et une femme, elle doit être, surtout quand elle a une belle carrière, elle doit vieillir bien et être belle et respirer la jeunesse. Ce qui n'est pas le cas pour les hommes, hein. Ce qui est beaucoup moins le cas chez les hommes. Chez les hommes, on va chercher plutôt finalement la symbolique de la puissance et du contrôle. Donc être mince et avoir... Voilà, plutôt être mince et avoir des cheveux. Oui, tout à fait. C'est très important pour eux. Mais il y a beaucoup de professions, ils sont jugés sur leur poids et le fait d'être athlétique parce que ça montre qu'ils ont une discipline. Pardon, mais c'est une pression supplémentaire en plus de tous les fronts que vous nous avez exposés, auxquels vous devez vous exposer tous les jours. En plus, il y a cette exigence d'être au top tous les jours, aussi physiquement. Mais pour les femmes, il faut rester au top. Donc ça veut dire faire de la prévention, avoir une discipline très importante sur soi, faire des actes de médecine esthétique, voire de chirurgie esthétique si on en a besoin. Et en même temps, il faut rester très naturel, surtout en Europe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir le surgical look, jamais, parce que là, on vous critique dans votre dos sans cesse, vous êtes la bête de foire. Donc, ce n'est pas facile pour les femmes d'avoir toujours ce dosage, cet équilibre entre la beauté, la jeunesse, le naturel. Qu'est-ce que c'est difficile? Donc, j'ai envie de dire, finalement... Être une femme, c'est être une équilibriste un peu, non? C'est être une équilibriste et c'est vraiment... j'ai envie de dire que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et que la première chose, c'est qu'il faut prendre soin de soi, faire de la prévention, parce que notre corps, c'est notre temple. Et après, on peut prendre en charge nos enfants, notre mari, nos collègues. Mais d'abord, on doit se concentrer sur soi-même. Ça paraît très égoïste, ce que je dis, mais je crois que c'est la clé. Est-ce que dans votre métier, vous êtes aussi une mentor pour certaines femmes? Est-ce que vous accompagnez, vous dialoguez, vous échangez avec des femmes et vous les accompagnez dans leur ambition? Bien écoutez, oui, j'essaye toujours d'avoir un mot pour des jeunes collègues, leur proposer après soit une journée au bloc opératoire ou après un congrès si elles veulent discuter ou autre. Et c'est vrai qu'il y a des échanges très positifs. Moi, les femmes n'ont pas été faciles avec moi dans ma carrière. Il n'y a pas eu beaucoup de sororité dans votre... parcours? Non, pas toujours. Par exemple, j'ai été nommée académicienne à l'Académie nationale de chirurgie. Bravo. J'ai eu 100% des voix. Il n'y avait que des hommes qui votaient ce jour-là. Et symboliquement, les membres de l'Académie voulaient que ce soit 2 femmes, 2 chirurgiennes qui étaient retraitées, qui soient mes marraines. Elles ont refusé en disant que je ne représentais rien. Bon, j'étais assez jeune à ce moment-là. C'est hyper violent, non? C'était très violent et du coup, c'est eux-mêmes qui ont dû me parrainer. Donc, je n'ai eu que 2 parrains et je n'ai pas eu de femme marraine. Et je me suis dit, c'est quand même injuste parce qu'elles ont fait leurs preuves, ça y est, elles sont maintenant retraitées. Et pourquoi ça leur fait si mal qu'une femme puisse y arriver? Donc, il y a ça aussi. C'est de la jalousie, c'est de la rivalité? Je pense que oui, parce que y a les femmes qui sont au top. Le plafond de verre est tellement difficile à franchir qu'il y a finalement très peu de femmes qui arrivent. Il n'y a pas assez d'air pour tout le monde pour respirer au sommet. Donc, on n'a pas très envie que certaines jeunes femmes puissent émerger. En fait, ce que vous nous dites, c'est que la compétition est tellement rude pour arriver tout en haut que quand on y est, on garde au chaud sa place. C'est un petit peu ça? Je crois que oui. Je crois que oui. Donc ça, c'est important de changer les choses et je pense qu'il ne faut pas être dans la médiocrité. Et puis continuer à travailler sur soi-même et accompagner les plus jeunes, ou pas que les plus jeunes, pour leur donner des conseils. Parfois, j'ai des femmes qui ont 20 ans de plus que moi, qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole dans des congrès scientifiques. Vous les accompagnez? Oui, un petit conseil? Est-ce que je peux faire ma présentation? Est-ce que tu peux me donner quelques trucs et astuces? Oui, donc il n'y a pas d'âge en fait, c'est pas forcément plus âgé, plus jeune, ça peut être, on peut se donner des conseils à tout âge. Est-ce que vous croyez en la formule qui dit quand une femme tend la main à une autre, ça peut changer le monde? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je trouve que ça a beaucoup d'impact quand une femme, parce qu'il y a tout, il y a la mère, il y a la sœur. Bien sûr. C'est pas uniquement dans le milieu professionnel d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous aviez un souhait, un désir, un rêve pour le milieu dans lequel vous travaillez, dans le monde du travail en général, pour que les femmes se sentent encore plus légitimes et qu'elles aient la place qu'elles méritent?
Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit tous dans la bienveillance et qu'on fasse attention les unes aux autres. Ça, c'est vraiment très important. Et malheureusement, bon, pour franchir certains plafonds de verre, parfois il faut faire des concessions. Il ne faut pas le voir forcément comme une contrainte. Parfois, quand on regarde son trajet, on se dit finalement tout ça, c'est un chemin. Et l'important, ce n'est pas d'y arriver, c'est vraiment le chemin qu'on traverse. Et parfois, c'est assez positif de franchir certaines épreuves. Donc, il ne faut pas hésiter. Je pense à une chose, par exemple, moi j'avais fait un travail sur pourquoi il y a aussi peu de femmes qui sont professeurs en médecine. C'est quelle proportion ? À peu près 30% de femmes qui sont professeurs. Et on a fait une étude pour comprendre pourquoi. Donc on avait interrogé toutes les femmes de nos diverses universités et hôpitaux publics universitaires. Et finalement, vraiment, ce qui bloquait, c'était finalement le dernier step, après le PhD, c'est la mobilité. C'est ça, on a regardé, mais finalement, qu'est-ce qui pose problème ? Et en fait, à un moment donné, vous devez partir une année. En dehors de votre exercice, vous devez partir avoir un autre employeur, avoir une expérience loin de chez vous. Et ce n'est pas à des âges, c'est à des âges malheureusement où vous avez plus de 30, 35 ans, voire 40 ans. Et donc souvent vous avez des enfants et c'est là où les femmes s'arrêtent. Et ça, il faut le combattre. Il faut le combattre. Alors soit on se dit, c'est pas facile, soit on se dit que on enlève ce critère, mais c'est dommage parce qu'une expérience à l'étranger, c'est hyper enrichissant, c'est très enrichissant. Donc nous, ce qu'on a proposé, alors pour l'instant, ça n'a pas été mis en place, mais on s'est dit que peut-être proposer une mobilité plus jeune avant d'avoir des enfants, c'est peut-être une possibilité. Il faut que ce soit accepté. Pour permettre aux femmes, justement, d'accéder à ces postes. Exactement. Et on remarque que les femmes font beaucoup plus de mobilité, font beaucoup plus d'expérience à l'étranger avant leurs 30 ans, pendant leurs études, plutôt qu'après. Donc peut-être qu'il faut pouvoir accepter aussi ces mobilités-là à ces âges-là où on est peut-être plus disponible. Mais bon, il faut avoir l'audace peut-être de partir avec ses enfants, faire une expérience à l'étranger. Je suis sûre qu'ils adorent les enfants en plus. Oui. Découvrir le monde. Moi, je vois mes collègues, quand ils font une mobilité à 35, 40 ou 45 ans, eh bien, souvent les femmes s'arrêtent pendant un an pour les accompagner et les enfants viennent et font une école à l'étranger et les femmes partent seules. Moi, je suis partie seule, par exemple. C'est au tour des hommes d'accompagner leur conjointe avec les enfants à l'étranger. Exactement, il faut aussi que le conjoint puisse aussi accompagner sa femme dans ses projets professionnels.